c'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Claudia. Salut Claudia. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie de Mickey 17 de Bong Joon-ho, Claudia, tu voulais revenir sur la carrière de cet immense cinéaste coréen en 3 films. Tout à fait. Le premier, c'est Snowpiercer. Exactement, et en fait, je réalise que dans ma sélection, j'ai un peu choisi 2 films sur 3 qui sont à mon sens les Bong Joon-ho très américains. Ça va être aussi le cas pour Mickey 17. Et en fait, Snowpiercer, on se retrouve alors c'est Chris Evans en acteur principal, et en réalité, on se retrouve dans une société post-apocalyptique / dystopique. Et déjà, j'aime beaucoup ces thèmes-là. Et finalement, c'est un train qui roule sans jamais s'arrêter dans la neige, et il ne peut pas vraiment s'arrêter parce qu'en réalité, le monde dehors est hostile. C'est-à-dire qu'il fait trop froid, il n'y a pas de provisions. On a donc du coup une micro-société qui va se faire dans un train finalement, dans un train des neiges, le Snowpiercer. Et là, on va retrouver, comme dans toute micro-société, comme dans tout microcosme post-apocalyptique, finalement, des très riches, une nouvelle loi, la loi du plus fort, la loi du plus riche. Et justement, alors on comprend qu'on est dans un monde où la technologie est bien plus présente, bien plus poussée, mais finalement, on retrouve des décors très austères. On retrouve des choses archaïques, et parmi lesquelles une sélection naturelle, voire plus que naturelle, où les pauvres meurent, se font abattre par ceux des wagons en haut, donc de l'avant d'ailleurs, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Voilà, il y a l'avant et l'arrière, ça nous fait inlassablement penser à Titanic, avec les femmes et les enfants d'abord, les riches d'abord. C'est toujours un peu la même chose finalement, peu importe l'époque, peu importe si on parle de dystopie ou pas. Et donc du coup, dès les premières scènes, c'est très très frappant. On voit que il y a des milices, il y a des gens armés, il y a ceux du haut qui arrivent, qui font leur loi, qui décident de qui doit les suivre, qui ne doit pas les suivre, qui doit mourir, qui ne doit pas mourir. On comprend très très vite que ceux des wagons du haut ont accès à la nourriture, à la santé, à l'éducation, ont des parents, tandis que finalement ceux du bas, les pauvres, sont séparés de leurs parents, sont en fait du bétail. C'est assez terrible à dire, mais ils sont traités comme du bétail, et c'est quelque chose qu'on va voir tout au long du film, parce qu'en réalité, on comprend dès le début que les parents sont séparés des enfants. Je parle de ceux du bas, ceux qui sont pauvres justement. Ouais. Ils sont frappés, ils sont parfois même abattus, et il y a vraiment des scènes qui sont d'une cruauté extrême, et où en fait ceux du haut viennent abattre ceux du bas en disant écoutez, on n'aura plus de provisions, le train ne peut pas s'arrêter, soyez contents d'être ici, on va en tuer quelques-uns, il faut en tuer 100 parce que de toute façon on n'a plus de provisions, et eux de toute façon c'est des pauvres, nous en tant que riches il faut qu'on fasse un peu du darwinisme. Et j'ai trouvé ce film d'une violence incroyable sur son propos, et justement après ça c'est Bong Joon-ho qui réussit à nous créer des scénarios assez particuliers où il y a toujours une lutte des classes, comme dans Parasite justement. On en parlera tout à l'heure. Quand on va en parler tout à l'heure, là on se retrouve dans un train, et c'est assez angoissant, parce qu'on se dit que finalement c'est horrible ce qui se passe dans le train, mais ce qui se passerait dehors du train, c'est aussi la mort. C'est très bien résumé, en effet, c'est cette lutte des classes qui est au cœur du cinéma de Bong Joon-ho, et cette horizontalité avec à l'avant les classes les plus riches et à l'arrière les plus pauvres est terrible, et c'est aussi, il va s'amuser de ça dans sa mise en scène, avec forcément des travelling, et il y a une très bonne cohérence à ce niveau-là dans le film, comme dans tous ses films. C'est ça qui est vraiment génial avec Bong Joon-ho, c'est que c'est un réalisateur qui prend son temps entre chaque film pour étudier le sujet et pour placer sa caméra
à l'endroit où il faut la placer, même si c'est un film américain où on a toujours la sensation de ce côté grand spectacle, cet artisanat qui est peut-être un peu moins présent, ça n'en est pas moins inspiré directement, en fait c'est l'adaptation d'une bande dessinée française, Le Transperce-Neige, et en cela le matériau de base est quand même très très bien, parce que on a quand même nous Français cette notion là je trouve autorisante peut-être, mais qui permet de capitaliser là-dessus, de faire quand même quelque chose de grand spectacle, et c'est très très étonnant, le mélange des genres fait un film assez unique. Oui, totalement. Snowpiercer, qui est disponible sur Max Video si jamais vous avez accès à cette plateforme. Un autre film de Bong Joon-ho qui est celui-ci disponible sur Netflix, c'est d'ailleurs devenu un précédent au Festival de Cannes, c'est le film Okja. Oui, tout à fait. Okja, qui encore une fois est assez américain finalement, même si de prime abord on suit une petite fille qui est coréenne. Et quand je dis qu'il est très américain, c'est déjà moi la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai voulu le voir, c'est j'adore Tilda Swinton, j'adore Paul Dano. J'ai vraiment envie de voir ces deux ces deux acteurs qui jouent des personnages de Bong Joon-ho. J'ai pas été déçue parce que c'est assez incroyable. On retrouve quand même Tilda Swinton qui joue comme souvent finalement un double rôle. Elle joue deux personnages puisqu'elle joue deux sœurs jumelles. Et puis Paul Dano qui à mon sens est l'un des plus grands acteurs, alors je suis pas forcément très objective, non, mais tu peux le dire. Du XXIe siècle. Voilà, j'adore cet acteur et il est très très touchant et à la fois très marrant dans ce rôle, parce que justement Bong Joon-ho à mon sens, même dans les pires situations, notamment comme dans Okja ou dans Parasite, il y a quand même toujours une pointe d'humour, alors parfois de l'humour qui grinçant, c'est souvent de l'humour grinçant, un peu de l'humour noir clairement. Et du coup, là, c'est vraiment des acteurs, ça fonctionne très très bien. De quoi ça parle, Okja ? Alors, ça parle justement d'une petite fille qui va trouver et élever un espèce de... Alors, justement, c'est un peu peut-être le côté un peu surnaturel, ou peut-être un peu imaginé du moins, où c'est là un mélange d'un cochon et d'un rhinocéros. C'est pas vraiment un cochon à proprement parler. Voilà, Okja, c'est Okja, mais finalement peu importe, puisque le message en fait du film, c'est encore une fois la lutte des classes et surtout là finalement la lutte des puissances économiques, la lutte de la grande industrie. Finalement de tout ce qui est viande, de tout ce qui est agroalimentaire, parce que finalement on parle de viande mais on parle d'agroalimentaire, et de l'autre côté des paysans coréens qui n'ont pas forcément le sou mais qui vont élever dans la nature cette Okja, et finalement cette petite fille coréenne va vraiment considérer cette Okja comme son animal de compagnie, comme un animal qu'elle aime, et en aucun cas un animal qu'elle va vendre. Et d'ailleurs elle refusera de vendre cet animal, pourtant elle va être démarchée par des lobbies agroalimentaires, elle va refuser. Et du coup, on va lui kidnapper son fameux Okja, parce qu'on le veut absolument. Et du coup, il va finir malheureusement dans un abattoir. Et là, il va y avoir une énorme lutte entre justement ces gros groupes d'agroalimentaires, ces grandes puissances économiques finalement, qui vont tout faire pour garder Okja, pour en faire premièrement une bête de foire, parce que tout le monde veut voir cet animal-là. Puis ensuite... on le comprend, l'abattre et finalement en faire une nourriture à la chaîne. Et là va apparaître justement Paul Dano et toute sa clique de véganes, activistes, etc. Et ils sont à la fois très décalés, très engagés. Ils vont aider cette petite fille dans son périple pour retrouver son animal. Et justement, on va avoir Tilda Swinton qui est justement à la tête de cette entreprise, qui est cruelle, qui est vraiment, elle laisse rien passer, et à côté on voit l'innocence, la candeur de cette petite fille, et le côté très engagé, activiste de Paul Dano et sa bande. Et c'est vraiment un film qui, moi, m'a pas du tout laissé... alors déjà, je suis végétarienne, mais peu importe, il n'y a pas besoin d'être végétarien pour ça, qui vraiment m'a vraiment émue, parce qu'il y a vraiment un message... écologique qui est très très fort, de défense animale qui est très fort, et je m'attendais pas à ça. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et je m'attendais pas à ça dans la filmographie de Bong Joon-ho, mais encore une fois, tout ce que touche cet homme, il le fait en or. C'est incroyable, c'est maîtrisé, c'est très bien fait.
Okja pourrait ne pas ressembler à un rhinocéros, un hippopotame ou autre. Ça pourrait être un chat un peu spécial ou un chien un peu... Enfin voilà, un animal domestique un peu plus proche de nous, entre guillemets. Le message serait le même, en fait. Et c'est Exactement. ça qui est vraiment très puissant avec Bong Joon-ho et avec ce casting. Il y a aussi Jake Gyllenhaal, Oui. il y a Lily Collins. Voilà, il y a un casting US qui est très très bon, que de plein de têtes qu'on apprécie voir dans les films, qui jouent tous très bien au service du maître absolu coréen, en tout cas depuis 20 ans. Il règne en maître au cinéma. C'est évidemment Bong Joon-ho. Et pour terminer, quand on est maître, on fait un chef-d'œuvre, et c'est le cas de Parasite, qui a touché des millions de personnes à travers le monde. Parasite, c'est un film qui a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisation pour ce film étranger. C'est totalement inédit aux Oscars en 2020. Et puis, évidemment, aussi, il a remporté la Palme d'Or à Cannes en 2019. Il avait conquis le public et il avait pu bénéficier d'une très très bonne sortie au cinéma, en salle. On l'a vu en couleur, on l'a vu aussi en noir et blanc au cinéma. Parle-nous de Parasite. Alors, je suis très contente que tu le présentes comme ça parce qu'à mon sens, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Tous ces autres films sont excellents, mais là, je pense qu'il nous a prouvé qu'il avait une maîtrise de la mise en scène, du montage hors pair, en fait, finalement, est vraiment magistral. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et Parasite, c'est vraiment la lutte des classes à son paroxysme, parce que finalement, on va suivre deux familles que tout oppose et qui finalement vont se rencontrer, vont être amenés à vivre même ensemble, jusqu'à ce que finalement cette frontière de on se rencontre, on vit ensemble va complètement disparaître, parce que finalement, quand on n'a rien, on finit par devenir, à cause de sa condition, même envieux. Et finalement, la famille qui n'a rien et qui va rentrer en contact avec cette famille qui est riche, qui a tout et qui a besoin, voilà, d'un prof d'une prof de dessin, d'un prof qui donne des cours particuliers, d'un jardinier, d'un chauffeur, etc. De servant, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Ils vont finir par envier cette vie-là de ces gens qui ont tout et complètement vouloir se l'approprier jusqu'à ce qu'une catastrophe, et même je dirais plusieurs catastrophes arrivent. Et ce qui est assez incroyable dans Parasite, c'est que c'est vraiment un espèce d'embroglio qui va arriver, et en fait on ne va pas cesser de passer sur des enfin déjà un ascenseur émotionnel qui est assez incroyable, et rebondissement sur rebondissement qui vont tous mener vers une fin qui est assez atroce, qui est assez déchirante, qui nous montre à chaque moment du film que la lutte des classes, elle fait énormément de ravages, même quand finalement on tombe sur deux familles qui sont plutôt normalement constituées, plutôt aimantes, plutôt unies. Avec leurs défauts aussi. Hein, avec leurs défauts, évidemment. Des deux oui, côtés. oui. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et je trouve que justement, il n'a pas voulu trop en faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu nous montrer que les riches étaient super bien, n'avaient pas de défauts, et les pauvres en avaient énormément. Je trouve que les personnages sont très très bien écrits, ils sont très touchants, le casting aussi est incroyable, même si c'est des acteurs coréens qu'on connaît peut-être moins, mais les acteurs sont très très convaincants. Il n'y a pas un moment en fait où, moi je sais que la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment accrochée à mon siège en me disant non mais c'est pas possible. Alors là, le coup de la pièce secrète, puis le coup de l'anniversaire, puis waouh, et on n'en peut plus à la fin. On veut presque que ça s'arrête tellement que c'est rebondissement sur rebondissement, et pour moi il est parfaitement monté ce film. Il est parfaitement monté, ça me donne une très bonne transition parce que à peu près au quart du film, ou au moment où chacun commence à vraiment prendre place dans la maison, il y a une séquence, on va dire, qui dure 5 minutes sur une trentaine de plans de mémoire, qui s'enchaîne avec sur une musique de montage, hein, et ça s'enchaîne d'une manière tellement fluide que dans ce montage-là, on comprend tout, les enjeux, on comprend tout ce qui se passe en quelques semaines dans cette maison, comment tout ça se met en place, et termine par un moment
très comique de ce fameux mouchoir et en fait c'est la mise en scène de cette famille pauvre qui mettent en place pour s'infiltrer dans cette famille de riches qui fonctionne à merveille, et c'est au cordeau. Et vraiment, alors ça c'est un exercice de style que je pense toutes les classes de cinéma en France doivent montrer à leurs élèves. Ces 5 minutes là, ça relève de la maestria, et il arrive à reproduire ça presque de façon presque en miroir à la fin, lors du drame final, où finalement toute la mise en scène et les espaces au sein de cette maison sont très respectés, et ça donne un sentiment de cohérence au film. On passe par toutes les phases de sentiments. Il y a tout ce qu'on peut aimer dans un film, dans la mise en scène et tout. Et alors oui, dernière chose que je voulais dire, la maison en tant que telle n'existe pas. C'est lui qui a construit la maison en fonction des plans de caméra, en fonction de ce qu'il voulait dire pour les acteurs, et ce n'est que plusieurs empilements de pièces, si je puis dire, complètement fictives, alors que cette maison n'existe pas. Il y a beaucoup d'effets visuels dans un film. On pourrait dire il y en a pas tant que ça. Ça se passe aujourd'hui dans un monde contemporain. Il y a pas d'aspect fantastique ou quoi comme dans d'autres de ses œuvres. Non, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, mais il y a beaucoup d'effets visuels, et d'ailleurs il y a une vidéo making of à ce sujet que je vous invite à regarder après avoir vu le film, bien entendu, pour percer tous les mystères de ce film. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que avec ces effets de caméra de style, on a vraiment l'impression, et je pense que c'est voulu, la maison est un personnage à part entière. Tout à fait. Cette maison vit au travers des pièces, au travers de ce qui s'y passe. Tu parlais un peu de cette pièce au sous-sol, évidemment. Ouais. C'est, je pense que ceux qui ne l'ont pas vu, bon, ça ne spoilera pas grand-chose, mais voilà, c'est un petit secret qui sera révélé par la suite, et qui montre un autre étage. Oui, carrément. Des classes sociales, on va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, 3 films qu'on vous recommande de voir ou de revoir. Snowpiercer, Le Transperce-Neige, Okja et évidemment Parasite de Bong Joon-ho. Je mettrai aussi une petite mention spéciale au film The Host, que j'ai découvert en salle l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui est incroyable, et qui est une grande bête qui est créée par les Américains sur le sol coréen. Ça rappelle un tout petit peu Godzilla, mais c'est pas vraiment Godzilla, c'est encore autre chose, et la traque ensuite de cette bête dans les égouts par une famille complètement dysfonctionnelle, et ça fonctionne très très bien. Et ce film a été fait avec très très peu de moyens, et il est sorti au début des années 2000. On pourrait se dire oula, la bête peut-être elle est pas très bien faite. Non, il y a beaucoup d'attention qui est mise par Bong Joon-ho aux effets visuels pour qu'ils soient le plus réalistes possible, pour que les effets visuels ou les bêtes, je pense à Okja évidemment, mais interagissent avec les personnages et ne soient pas qu'un simple fond pour nous divertir. Et en ça, c'est très très fort. Voilà. Ah oui, il est génial, et pareil que toi, j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma, au Grand Rex, et c'était en fait une soirée, enfin une journée même dédiée à Bong Joon-ho. Bong Joon-ho était là et nous avait beaucoup parlé de son film The Host, et c'était incroyable. Ah, petite vénarde, tu nous dis pas tout. Oui. Eh oui. Chanceuse. En tout cas, merci beaucoup Claudia de nous avoir préparé cette sélection. Avec plaisir. Et cet épisode de Cinestar est désormais terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties de la semaine, et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les applis d'écoute. À la semaine prochaine. Salut. Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.